Une éclipse solaire va bientôt avoir lieu et comment la voir? On a pris un trou noir en photo et les résultats sont impressionnants. Une nouvelle étoile va bientôt apparaître dans le ciel, mais alors de quoi s'agit-il réellement? De nouvelles études démontrent que Vénus pourrait être habitable, mais alors comment c'est possible avec ces conditions qui sont totalement horribles et surtout qu'il n'y a même pas d'eau liquide là-bas? Et enfin, le phénomène des aurores boréales en France pourrait de nouveau avoir lieu et même s'intensifier dans les mois à venir. Mais alors, à quoi faut-il vraiment s'attendre? Bienvenue dans ce tout nouveau récap de l'actualité, mais juste avant de commencer, sachez qu'il y aura ce genre de récap de l'actualité spatiale tous les lundis à 18h. Vous aurez aussi droit à des TikTok sur Zebrolos Actu et même des posts Instagram sur Zebrolos Actu tout attaché. Je vous fais confiance, les liens sont en description et merci à ceux qui iront me suivre là-bas. Merci à tous et commençons. Première actualité, le lundi 8 avril, donc aujourd'hui, de 17h42 à 22h52, va se dérouler une éclipse solaire totale. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et comment la voir? En ce début avril, une éclipse solaire totale va recouvrir le ciel. Cet événement rare provient de l'interaction entre la Terre, le Soleil et la Lune. Ce phénomène a lieu lorsque la Lune se positionne devant le Soleil. Alors attention à ne pas confondre avec une éclipse lunaire, où là c'est la Terre qui cache une partie de la lumière du Soleil, créant une ombre sur la Lune. Il existe alors deux types d'éclipses solaires. Quand la Lune recouvre une partie du disque solaire, c'est une éclipse partielle. Et lorsque la Lune la recouvre entièrement, alors là, on parle d'éclipse solaire totale. Et c'est justement celle-ci dont on sera témoin. Mais comment ça fonctionne? Malgré leurs différences de taille et de distance, le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. Dans le ciel, ils apparaissent donc comme similaires du point de vue de la Terre. Dans sa totalité, l'éclipse va durer 5 heures et 10 minutes, car elle commence à 17h42 et finira à 22h52 heure française. Et le point culminant de l'éclipse, donc lorsque la Lune va recouvrir totalement le Soleil, se produira à 20h17 précisément. Mais vous l'avez bien vu, on est le 8 avril et il n'y a pas d'éclipse solaire actuellement. Mais c'est normal puisque si vous êtes en France métropolitaine comme moi, eh bien l'éclipse n'est pas visible. Cette éclipse solaire totale sera uniquement visible depuis une diagonale large d'environ 185 km qui part de l'ouest du Mexique, traverse les USA du sud au nord-est avant de s'arrêter à l'est du Canada comme sur cette carte. Et pour les habitants français de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors je sais pas s'il y en a, mais vous pourrez bien voir ce phénomène. Alors l'éclipse ne sera pas totale pour vous, mais presque à 98% à 17h44 précisément heure locale. Et si vous le voulez, la NASA diffusera l'éclipse à 19h précisément sur sa chaîne YouTube. Et pour ceux qui auront la chance de l'observer de leurs propres yeux, eh bien je le répéterai pas assez, mais n'oubliez pas de mettre des lunettes exprès pour observer des éclipses. Après libre à vous, mais si vous le faites, eh bien vous risquez d'être aveugle. On a pris un autre trou noir en photo. La collaboration Event Horizon Telescope, qui est à l'origine de la toute première photo du trou noir M87, vient tout juste de publier une nouvelle photo. Et la photo montre le trou noir se situant au centre de notre galaxie, donc Sagittarius à étoile. Mais avec une petite particularité. Sur cette photo, on y voit des sortes de traces qui sont des représentations des lignes du champ magnétique du trou noir. Au centre de notre galaxie, à plus de 26 000 années-lumière, siège un immense trou noir appelé Sagittarius à étoile. Ce trou noir possède une vitesse de rotation très élevée et une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Ce type de trou noir avec une vitesse de rotation très élevée appartient donc à une catégorie de trous noirs appelée trou noir de Kerr. C'est donc une catégorie pour définir les trous noirs qui sont en rotation sur eux-mêmes. Sa grande masse couplée à son environnement riche en gaz permet la formation d'un amas de matière autour du trou noir. La rotation du trou noir entraîne alors la matière qui se met à tourner autour de lui de plus en plus vite et les différentes parties de gaz commencent à frotter les unes contre les autres, conduisant ainsi à une élévation de la température. Ça crée alors du plasma qui est très chaud et qui se met à rayonner. Et c'est pour ça que on peut prendre ce trou noir en photo, enfin plutôt ce disque d'accrétion en photo. Et ça rigole pas puisque les températures sont comprises entre 1 et 10 millions de degrés Celsius. À cause de certains phénomènes très complexes, les trous noirs émettent des jets de particules très énergétiques de part et d'autre de ces pôles. Ces particules, étant électriquement chargées, engendrent un champ magnétique très puissant. Dans cette image, le champ magnétique semble être tordu et ressemble à un vortex. Et ça se produit en raison d'un processus très complexe où les trous noirs supermassifs tordent les champs magnétiques comme des hélices. Et ça c'est grâce à des interactions entre le magnétisme et la gravité. Attention, une toute nouvelle étoile pourrait apparaître dans le ciel et devenir visible pendant plusieurs jours. Et ce phénomène sera uniquement visible dans l'hémisphère nord, donc depuis la France métropolitaine, on pourra le voir. Alors en réalité, c'est pas vraiment la naissance d'une nouvelle étoile. Il s'agira d'une nova, une étoile qui subit une augmentation soudaine de luminosité puis retrouvera son éclat normal. Alors c'est important de distinguer le phénomène entre nova et celui de supernova, qui est totalement différent, qui lui est l'explosion d'une étoile, mais qui ont pour même finalité une augmentation de leur luminosité.
L'objet en question est un système binaire connu sous le nom de T Coronae Borealis, abrégé sous le nom de TCRB. Et ce système est composé d'une géante rouge et d'une naine blanche. Et tous les deux sont plus massifs que notre Soleil, sauf qu'ils n'ont évidemment rien à voir. La géante rouge est très instable et a tendance à éjecter de la matière. Par la suite, cette matière est attirée par la naine blanche et cette attraction suffira à déclencher des réactions thermonucléaires incontrôlées, augmentant ainsi la luminosité de l'étoile. La dernière observation de T Coronae Borealis à l'œil nu remonte en 1944, soit il y a 80 ans. Et cette année, elle connaîtra une augmentation soudaine de sa luminosité, devenant aussi brillante que l'étoile polaire, en très peu de temps. Mais cette brillance ne durera que quelques jours. T Coronae Borealis est donc ce qu'on appelle une étoile récurrente. Alors exactement, pourquoi elle augmente en luminosité? En fait, l'accumulation de cette matière va créer une atmosphère très dense. Elle va être chauffée à haute température, déclenchant une fusion nucléaire et provoquant une explosion spectaculaire de l'étoile, augmentant ainsi sa brillance. Ce cycle se répète à intervalles réguliers dans la vie de ce système binaire. Parmi les novas récurrentes rares, T Coronae Borealis détient le record du plus long laps de temps entre deux explosions. Les dernières explosions ont été enregistrées en 1946, 1866, 1787 et 1217. Et ces observations permettent aux astronomes de déduire que la nova connaît des phases de convulsion juste avant son explosion, ce qui aide à estimer approximativement sa prochaine apparition dans le ciel. Et normalement, on devrait pouvoir la voir entre avril et mai. Et étant donné que cette nova se situe à environ 3000 années-lumière de la Terre, et bien ce qu'on verra en réalité s'est passé il y a 3000 ans. Dans le ciel, on pourra la voir dans le prolongement du manche de la Grande Ourse, et pour la repérer, vous pourrez vous aider d'applications comme Carte du Ciel, Starwalk ou Sky Tonight. Plus exactement, on pourra l'observer dans la constellation de la Couronne boréale. Et comme cette constellation c'est juste un demi-cercle, il faudra juste voir à l'extérieur du demi-cercle. Mais justement, ça je pourrais vous l'expliquer aussi sur Ox. C'est une application sur laquelle je vous propose du contenu exclusif. Donc c'est là où on peut parler tranquillement et où même vous pouvez avoir les documentaires en avance. Et comme prochain contenu que je vais vous produire là-bas, eh bien je vais vous faire des tutos d'observation. Donc comment voir des planètes dans le ciel, des constellations et autres. Je vous attends là-bas et le lien est en description. Quatrième actualité, est-ce que Vénus serait finalement habitable? Difficile à concevoir puisqu'elle n'abrite pas du tout d'eau liquide. Pourtant, l'eau est communément considérée comme le solvant de la vie, du moins sur Terre. Mais ça ne serait pas la seule alternative. En fait, d'autres possibilités sont envisageables pour les organismes abiotiques. Donc en gros, c'est des organismes qui ne dépendent pas de l'eau pour vivre ou pour se construire. Il y a par exemple l'acide sulfurique, sauf que lui il est très corrosif et il ne favorise pas le développement de molécules organiques. Pourtant cette possibilité est étudiée depuis plusieurs années, notamment dans le contexte de la recherche d'habitabilité sur Vénus. Habiter Vénus semble improbable en raison de ses conditions extrêmes, des températures atteignant 462 degrés Celsius et une pression atmosphérique 92 fois supérieure à celle de la Terre. Mais ce n'est paradoxalement pas le cas de son atmosphère en haute altitude. À environ une cinquantaine de kilomètres au-dessus de sa surface, la température varie entre 0 et 50 degrés Celsius et la pression s'approche de celle de la Terre. Et en plus de ça, il y a des anomalies chimiques qui ont été détectées dans les nuages de Vénus. On a détecté la présence de dioxygène en faible quantité et aussi de vapeur d'eau. Ces valeurs et conditions sont beaucoup plus favorables à la synthèse de molécules organiques. Mais sauf que ces nuages sont constitués d'acide sulfurique. Mais apparemment ce constat ne poserait pas problème selon une récente étude. Après des expériences qui ont eu lieu en laboratoire simulant les conditions des nuages de Vénus, les résultats ont montré que 19 acides aminés sur les 20 qui ont été testés ont pu survivre à ces conditions-là. Ça révèle donc que les nuages de Vénus pourraient être capables de supporter la synthèse de molécules organiques complexes, représentant des briques de base du vivant. Est-ce que Vénus est habitable? Pour le moment, cette question reste sans réponse. Mais les premiers résultats suggèrent que oui. Cinquième actualité, la fréquence des aurores boréales en France pourrait augmenter dans les prochains mois et encore en 2025 puisque le soleil atteint son maximum d'activité en juillet de l'année prochaine. Alors il sera possible d'observer des aurores boréales en France comme ça a déjà été le cas, mais ce phénomène pourrait donc devenir plus fréquent. Malheureusement, leur apparition reste imprévisible. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une aurore boréale et comment elle se crée? Les aurores boréales sont liées à l'activité solaire et aux tempêtes solaires qui augmentent et diminuent sur un cycle de 11 ans. Plus l'activité solaire est forte, plus les tempêtes solaires sont fréquentes et fortes, et cela favorise l'apparition d'aurores boréales. Lorsque des particules chargées, principalement des électrons et des protons, sont éjectées du soleil, lors de puissantes éruptions, elles voyagent dans l'espace jusqu'à atteindre la magnétosphère terrestre. Une fois dans la magnétosphère, ces particules sont guidées vers les pôles et provoquent ainsi des aurores boréales. En pénétrant dans l'atmosphère près des pôles, ces particules interagissent avec les atomes d'oxygène et d'azote en leur transmettant leur énergie. Cette énergie emmagasinée par ces atomes est alors libérée sous forme de lumière visible, créant de magnifiques rideaux lumineux
ce sont les fameuses aurores boréales. L'augmentation de l'activité solaire augmente depuis quelques années, et notamment depuis 2023. Et le Soleil atteindra donc son pic d'activité en 2025. Fabrice Mottez, chercheur au CNRS et à l'Observatoire de Paris, explique que 2025 présente statistiquement plus de chances d'observer de nombreuses aurores boréales. Mais leurs prédictions restent difficiles, souvent annoncées seulement quelques heures à l'avance. Et si jamais vous n'avez pas de chance d'en observer, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans le dernier documentaire que j'avais sorti. J'étais allé en Laponie pour observer les aurores boréales, et donc j'en ai fait un documentaire complet de 1h06. Il est disponible sur ma chaîne principale, et même juste là. Il n'y a que des bons retours dessus d'ailleurs, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zebrlos. Bye.